Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler Tour d'Italie, le Giro d'Italia, pour voir un petit peu qui sont les favoris du côté des sprinteurs, qui sont les sprinteurs qui peuvent performer pendant ces jours de compétition. Alors quand je parle de sprinteurs, je parle de sprinteurs et de sprinteurs punchers. On parle de coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, voilà, pour bien préciser, qui peuvent se battre pour le maillot cyclamen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez gagner peut-être ce maillot cyclamen, votre top 3 pour le maillot cyclamen. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche. Toutes les notifications, c'est encore mieux. Comme ça, vous recevez une notification dès qu'il y a une vidéo qui sort sur la chaîne. Et vous pouvez cliquer dessus tout de suite et comme ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes sur YouTube. Et puis si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon et puis également TikTok pour le débrief rapide des courses. Voilà, une version un peu plus condensée sur les courses. Le Giro, cette année, les sprints ne vont pas être si faciles que ça sur le Giro parce que beaucoup d'étapes, on n'a pas forcément des arrivées faciles. Il y a quelques étapes où on va avoir des bosses en cours de journée. Donc il va falloir le prendre en compte. Il va falloir faire attention pour les sprinteurs. Il va falloir être prêt à avoir mal parfois, même sur des étapes qui vous conviennent. Je commence avec mes favoris. Alors, j'ai déterminé en 3 catégories, enfin 4 catégories même. Les catégories, c'est les favoris au niveau du sprint, les coureurs qui peuvent faire une belle performance, et puis les coureurs que je ne vois pas réussir grand-chose pendant la course. Donc voilà, on est sur 3 catégories. Les coureurs top, les moyens et les flopounets. Je pense sur cette course. Et bien entendu, il y a des équipes qui ne viennent pas avec des sprinteurs. Les équipes qui ne viennent pas avec des sprinteurs, c'est la Jumbo, c'est la Bardiani, la Bora. Ces 3 équipes-là ne viennent vraiment avec aucun coureur rapide. Donc là, c'est des équipes qui ne seront pas prises en compte, bien entendu, dans ces différentes vidéos. Je commence avec Caden Groves. Caden Groves, le coureur australien qui a rejoint la Alpecin de Koninck. Cette année, bien entouré, comme vous pouvez le voir, Oldani, Conchi, Caden Groves, Alexander Krieger, Leysen, Risbeck, Baragli et Ramon. Silkendam dans cette équipe, donc qui sera tourné autour de lui, autour de Caden Groves. Cette année, les résultats de Caden Groves, c'est la victoire sur la Volta Limbourg classique, 2 victoires sur le Tour de Catalogne, étape 6 et l'étape 4, où il avait fait une sacrée démonstration. Également, 3e de la Schwalbe classique, 4e du prologue du Tour de Nander. Il a 26 jours de course dans les pattes, mais il n'a pas couru depuis le 9 avril. C'est son 2e grand tour et son premier Giro. Il n'a fait qu'une Vuelta jusqu'à maintenant dans sa carrière et c'est déjà un coureur qui a 12 victoires à son palmarès, 3 victoires sur le Tour de Catalogne, 1 victoire sur le Tour d'Espagne, 2 étapes sur le Herald Sun Tour, 1 étape sur le Tour de Turquie en 2022, 2 étapes sur le Tour de Fungzhou, 2 étapes sur le circuit des Ardennes internationales et sur la triptyque des Monts et Châteaux. De base, quand il était jeune, Caden Groves, il passait les bosses. Il a l'air d'avoir retrouvé ces qualités-là en cette saison. Parce que sur la Volta Limbourg Classique, c'est quand même une course qui se rapproche de l'Amstel, qui n'est pas une course facile. Il y avait en plus des conditions très compliquées. Sur le Tour de Catalogne, on a rarement des étapes non plus toutes plates. Donc il a été vraiment très fort sur ces journées-là. Il a fait vraiment du très très bon travail Caden Groves. Donc pour moi, ça fait partie des favoris parce que je pense qu'il va vraiment s'en sortir. Après, le souci de Caden Groves, c'est que pour le moment, il n'a fait qu'un grand tour. Et ça peut être vraiment un souci, cette inexpérience. Mais il avait réussi à finir cette Vuelta à la 113e place du général avec donc une victoire d'étape cette année-là. Mais c'est vrai que ça peut être encore une expérience pour lui avec des étapes de montagne qui vont être très difficiles.
avec notamment des montées extrêmement longues. Et on se souvient qu'il avait fait quand même une sacrée démonstration également, c'était à Cabo de Gata, où il avait vraiment fait une très très belle étape. Et puis comment ça va se passer pour les premiers jours également pour Caden Groves, vu qu'il n'a pas énormément couru, hein. Encore une fois, il n'a pas couru quasiment de tout le mois d'avril. Ça peut être une petite inquiétude. Du côté du deuxième coureur, c'est Fernando Gaviria, arrivé chez Movistar également cette année. Coureur qui lui a déjà remporté des victoires d'étape sur le Tour d'Italie, 5 dans sa carrière, c'était en 2019 et 2017, 2 victoires également sur le Tour de France, qui n'a pas forcément eu un passage très réussi du côté de chez UAE, mais qui avait été impressionnante du côté de la Quick-Step, vainqueur également du maillot cyclamen, c'était en 2017 à l'époque, et puis 2 victoires de Tirreno Adriatico, 3 victoires sur le Tour de Pologne. Il a remporté la dernière étape du Tour de Romandie en faisant une sacrée démonstration du côté de Genève, deuxième également de Milan-Turin, troisième de la deuxième étape de Tirreno Adriatico, deuxième de la cinquième étape de l'UAE Tour, vainqueur également de l'étape 4 du Tour de San Juan avec une deuxième place également du côté de Rachal. Et troisième du côté du Vélodrome Vicente Chance. Donc ça, voilà, il a fait vraiment plutôt une saison intéressante. C'est un coureur qui a déjà 51 victoires dans sa carrière, 28 ans. Moi j'ai envie de dire que le petit passage qu'il a fait sur la piste lui a fait énormément de bien et qu'il a retrouvé vraiment beaucoup de qualité. C'est le Giro, c'est le grand tour qu'il a le plus réalisé dans sa carrière avec 5 Giro, un Tour de France et une Vuelta seulement. Alors par contre c'est à relativiser parce qu'il a fini que 3 Giro sur les 5 dans lesquels il a participé. Meilleur résultat au général c'était 109e, mais au classement par points il a toujours été sur le podium, ça montre également sa régularité. Le souci de Gaviria, c'est pas forcément son équipe parce que ça sera lui le leader au niveau des sprints, même si la Movistar n'est pas forcément spécialiste pour faire un train. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir un vrai poisson pilote qui sera le rôle peut-être de Roras ou de Canter, mais on aurait peut-être voulu un autre coureur à cette place-là. Et puis Gaviria, il va falloir passer les bosses et c'est peut-être là où ça va être le petit souci pour le coureur de la Movistar, mais voilà, il a plutôt une équipe à son service. Après, c'est vrai que la Movistar n'a pas la culture du sprint forcément sur les grands tours, donc ça peut être un petit souci pour cette formation. On poursuit avec Pedersen du côté de la Trek. Ça devient presque le leader de la Trek après le départ de Ciccone. Gebresebier, l'Érythréen. Ils ont également Danoulle, Alex Kirch, Monema, Pedersen, Tom Skun, Stefan Otto Vergade. On sera tourné autour de Pedersen, qui a un parcours qui peut lui convenir, avec notamment des bosses. C'est plutôt un coureur qui passe bien les petites bosses. Un coureur également qui n'a pas fait un mauvais début de saison du côté de Mats Pedersen. 4e de Paris-Roubaix, 3e du Tour des Flandres, 5e à travers la Flandre, 5e de Gand-Wevelgem, 6e de Milan-San Remo, une victoire sur Paris-Nice et de top 3, une victoire également sur l'étoile de Bessèges, c'était le contre-la-montre, également deuxième de l'étape de Bellegarde, également du côté de Mats Pedersen. 29 victoires déjà dans sa carrière à 27 ans. Et sur les grands tours, eh bien, il a 3 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, une victoire d'étape sur le Tour de France. Autant vous dire qu'il ne reste qu'une victoire sur le Giro. Et c'est ça, il a déjà participé 2 fois au Giro. C'était au tout début de sa carrière, en 2017 et 2018. Bon, ça n'avait pas été une grosse réussite. 8e comme meilleur résultat. Ensuite, en 2020... 2021-2022, il avait fait le Tour de France et en 2022, il avait également fait le Tour d'Espagne où là, il avait été très très fort, notamment avec victoire d'étape et il avait remporté le classement du maillot vert où il avait été impressionnant sur ce Tour d'Espagne. Il vient de finir un très grand tour. Il va enchaîner son 3e grand tour d'affilée. Ça peut avoir une petite fatigue pour Mats Pedersen, mais il a une équipe à son service, donc moi je pense que ça va être un coureur qui va être difficile à battre. Et puis c'est un coureur qui est capable de s'accrocher.
Si en plus il fait pas trop chaud, ça peut être vraiment des conditions idéales pour lui. Michael Matthews, sprinter puncher, Michael Matthews, qui a retrouvé un petit peu du poil de la bête depuis l'année dernière. Début de saison intéressant, notamment en remportant le classement de meilleur sprinter sur le Tour de Lander. Il a fait un gros début de saison en Australie. Paris-Nice, il fait 2 fois 6e, 1 fois 3e. 14e dans Eschborn Francfort pour sa course de reprise. C'est l'un des rares qui va avoir fait une course avant le Giro, donc ça va lui permettre également de se remettre dans le rythme. Coureur qui a 39 victoires dans sa carrière, 4 victoires d'étape sur le Tour de France, plus un classement du maillot vert, 2 victoires d'étape également sur le Giro. C'est le 13e grand tour de sa carrière, 4e Giro, pardon. C'est sur le Tour de France où il a fait le plus de grands tours. Et sur le Giro, eh bien, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas participé au Giro depuis 2020 et sa dernière victoire d'étape sur le Giro, c'était 2015. Lui aussi a une autre particularité, Michael Matthews, c'est que c'est l'un des rares qui a commencé en janvier vraiment et qui veut jouer les gains sur cette course. Mais là encore, du côté de Michael Matthews, il y a vraiment un parcours qui peut vraiment lui convenir. Et puis particularité, cette année, il n'a pas fait les Ardennaises. Souvent, il allait notamment sur l'Amstel. Cette année, il se concentre vraiment sur cet objectif du Giro et il va vouloir doubler un Giro Tour de France. La dernière fois qu'il avait doublé le Giro et le Tour, c'était en 2015 et ça lui avait plutôt bien réussi sur le Giro. Ça avait été plus compliqué sur le Tour de France après derrière pour le coureur australien. Donc je pense que c'est un parcours qui peut vraiment très très bien lui convenir et puis bien entouré, parce que bon, il y aura Eddie Dunbar peut-être pour le général, mais ensuite autour de lui vous avez Edburn, Postelberger, Scottson, Stewart. Donc pour le général, ça sera peut-être plus Zana, Dunbar, Demarquis. Donc il a quand même une belle équipe à son service et encore une fois des étapes qui peuvent vraiment lui convenir au niveau du général. On passe désormais à la deuxième catégorie, les coureurs un peu moyens, pas les top favoris, on va dire sur ce Giro. Eh bien, je commence avec Vincenzo Albanese, excusez-moi, mais pour le maillot cyclamen, ça peut être vraiment une grosse carte. Du côté des Holo Cometa, c'est un coureur qui sait en plus se débrouiller un petit peu seul au niveau des sprints. De toute façon, il faudra aussi faire avec Fortunato, très clairement. Et Albanese, c'est un coureur qui est toujours présent. Alors, il va peut-être pas forcément chercher une victoire d'étape, mais il est toujours bien classé, surtout dans les étapes difficiles sur le Tour de Sicile, parce qu'il a repris assez tardivement, il va arriver avec pas mal de fraîcheur, vu qu'il a repris seulement le 11 avril, vu qu'il avait été blessé, Albanese. Eh bien, il a remporté le classement du meilleur sprinter en accumulant les points. Pareil, sur le Tour des Asturies, où il a fait 2 deuxièmes places. Pour l'instant, il n'a toujours pas gagné, mais il a déjà 6 top 5 dans son palmarès, donc c'est vraiment énorme pour un coureur qui encore une fois n'a que 8 jours de course dans les pattes. C'est son 4e Giro dans sa carrière, c'est sa 4e participation sur le Giro. Sur les dernières participations au niveau du classement par points, il n'avait pas forcément fait des grands résultats, 20e en 2022 et 44e en 2021, mais il avait fini 3e comme meilleur résultat l'année dernière, donc il cherchera à aller chercher sa première victoire d'étape et il y a vraiment des étapes qui peuvent le convenir parce que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse et qui passe très très bien les bosses également, Albanese, mais qui ne va pas jouer le général du Tour d'Italie. Forcément, les étapes sont un peu trop compliquées pour lui. On continue avec Cavendish. Cavendish, on ne sait pas trop quoi en penser. Alors oui, il n'aura pas une équipe vraiment à son service, mais bon, il y a quand même Gianni Moscon qui peut l'aider, notamment. Alors il aurait voulu, je pense, un poisson pilote. Début de saison très discret de Cavendish, 3e place sur le Grand Prix de l'Escaut et une 3e place sur la première étape de l'UAE Tour seulement comme résultat à se mettre sous la dent. Mais ça reste Cavendish. L'année dernière, il n'avait pas fait non plus un gros début de saison avant d'arriver sur le Giro et il avait quand même réussi à en claquer une. Les arrivées en plus cette année sur le Giro sont pas extrêmement techniques.
On sait que c'est vraiment là où il prend plus de risques désormais Cavendish sur les arrivées très techniques. Donc pourquoi pas aller chercher une dernière victoire d'étape sur le Giro avant de s'envoler vers le Tour de France au mois de juillet. Ça peut vraiment bien marcher pour Mark Cavendish. Donc on va voir comment ça va se passer pour le coureur britannique. Mais un champion ne meurt jamais. Alors pourquoi pas du côté de Mark Cavendish si même encore une fois l'équipe sera pas très solide autour de lui. Jonathan Milan. Pourquoi j'ai mis Jonathan Milan? Vous savez que je trouve que c'est un coureur qui a beaucoup de qualité, qu'un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Il sera accompagné notamment de Sutterling et de Pasqualone avec Zambanini. Alors le problème de cette équipe, c'est qu'on joue sur deux tableaux. À la fois le classement de la montagne, notamment, enfin le classement général, notamment avec Meder, Egg et Caruso. Mais quand même, on a mis du monde autour de Milan, notamment Pasqualone et Sutterling, qui seront à son service. C'est un très jeune coureur, ça va être son premier grand tour. Mais il a déjà montré des très bonnes choses, notamment vainqueur d'une étape sur le Saoudi Tour. Il avait remporté également 2 étapes sur la Crores, deuxième d'une étape sur le Tour d'Allemagne l'année dernière. Et puis, il avait remporté une étape sur le Giro Ciclisto d'Italia. C'était l'étape qui allait à Rosa, c'était en 2020, vainqueur également des championnats d'Italie U23 du contre-la-montre. Il jouera également un petit peu le contre-la-montre du côté de Jonathan Milan, mais c'est un coureur qu'il ne faudra pas sous-estimer. 3 victoires dans sa carrière et c'est un coureur qui a vraiment du talent, Jonathan Milan, 22 ans, qui est dans sa 3e année chez les professionnels, qui court également et qui fait de la piste pas mal. Et il a un petit frère, Jonathan Milan, qui s'appelle Matteo Milan, qui est chez Cyclisme Team Friuli ASD, 13e du GP General Store. Pas de grands résultats pour le moment dans sa carrière. Il avait remporté la première étape du Tour du Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. C'était un contre-la-montre du côté de Lavariano. Voilà, pour connaître un petit peu son frère, son jeune frère. On poursuit du côté des sprinters avec un autre coureur qui est Davide Cimolai. Alors, Davide Cimolai ou Simone Consoni. On ne sait pas trop lequel des deux jouera vraiment le sprint. Cimolai, il a déjà fait des très bons résultats sur les classements, notamment du maillot cyclamen sur le Tour d'Italie. C'est aussi un sprinter qui sait passer les bosses. Consoni aussi. Donc ça peut être vraiment la belle carte du côté de la Cofidis, surtout que ils n'ont pas vraiment de leader pour le général. C'est-à-dire qu'on vient avec François Bidard, Victor Lafay, Lastra, Perrichon, Rochas et Toumir. On ne vient pas pour jouer un top 10 sur cette course. Donc on vient en favori pour Consoni, en leader avec Consoni. Et ça peut être un coureur qui passe bien les bosses. Lui aussi, il a fait un petit peu de piste. Et puis bon, si ça se passe pas très bien avec Consoni, switcher avec Cimolai est également possible dans cette formation. Jack Stewart du côté de la Groupama FDJ, là aussi on roule principalement pour Thibaut Pinot, mais on a une équipe autour de Jack Stewart, notamment Robin Thompson, Lars van den Berg ou encore Stephen Kung ou Bruno Armirail qui peuvent bosser sur les sprints. Si Thibaut Pinot se plante, si Rudy Mollard se plante également, enfin Rudy Mollard est rarement bon sur les courses de 3 semaines, ça peut être une carte également, Jack Stewart sur les sprints. Donc c'est un coureur qui peut également faire du bon travail dans ces courses-là. Pour Jack Stewart, ça sera son 2e grand tour après une Vuelta qu'il avait effectué, je crois, l'année dernière, mais il avait abandonné assez vite dès l'étape numéro 8. Il n'avait pas pris le départ, mais il avait fait quand même 3 top 10 sur la course et 2 top 10 sur des étapes en ligne. Voilà, vainqueur également d'une étape du Tour de l'Ain. Une seule victoire chez les professionnels pour le moment. Ça serait beau d'avoir une 2e victoire sur cette course-là. Mais on rappelle qu'il avait fini 2e du Hatnesblatt également en 2021. 2e du général également du Tour du Limousin chez Jack Stewart. Donc pourquoi pas pour le jeune coureur anglais également tenter quelque chose sur cette course. Ça pourrait lui convenir. On passe à la DSM avec Dainese, l'Italien, qui avait remporté une victoire d'étape l'année dernière, Alberto Dainese,
qui pourtant n'a pas fait forcément un gros début de saison, hein. Deux top 10 pardon, pour le moment en ce début de saison pour Dainese, la 7e étape de Tirreno Adriatico, la 4e étape du Salin, mais il faut dire qu'il a participé à la fois au Tour des Alpes et au Tour de Romandie. Est-ce que c'était une punition ou est-ce que c'était pour se préparer à ce Giro qui ne sera pas si facile, notamment sur les étapes de transition? Ça, c'est la grande question pour Dainese, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur début de saison pour prendre de la confiance. C'est son 4e grand tour, ça va être son 2e Giro parce qu'il avait fait un Tour de France, une Vuelta, donc 2e Giro pour lui. Je sais pas trop quoi en penser, c'est pour ça que je le mets dans les moyens. C'est pas non plus nullissime, mais le début de saison est vraiment pas de bon. Enfin, cette première partie de saison est pas top pour Dainese, mais bon, ce passage sur le Tour de Romandie et le Tour des Alpes, c'était peut-être aussi l'idée de prendre des repères en montagne. Il sera accompagné également d'un jeune coureur allemand que beaucoup connaissent, Marius Mayhofer, qui a également une bonne pointe de vitesse de la DSM. Ça reste quand même un jeune coureur, mais qui a remporté la Cadel Evans Great Ocean Road Race, également 5e de la Schwalbe Classic. Après son passage en Australie, ça a été un petit peu plus compliqué pour Mayhofer. Ça sera son premier grand tour de sa carrière, mais c'est un coureur qui a une grosse pointe de vitesse. C'est sa 2e année du côté de la DSM, mais c'est un pur produit de la Sunweb DSM également sur les années précédentes. Et il a une sœur, Lucie Mayhofer, qui n'a pas le même palmarès que lui pour le moment. C'est une jeune concurrente allemande encore. Qui est dans des catégories un peu inférieures, 21e des championnats d'Allemagne du contre-la-montre en 2021 pour Lucie Mayhofer. Ils sont quasiment jumeaux. Ouais. Alors lui c'est 2000. Ah non, et elle c'est 2002. Non, il y a 2 ans d'écart, mais quasiment 200 piles. Il y a 2 jours près. Voilà. Je me disais des fois il y a des erreurs au niveau des dates. On poursuit avec la Coratec. La Coratec qui vient pour le sprint, je suis désolé, mais c'est pas avec Valerio Conti ou avec Quatermain qu'on va jouer le général. On vient pour le sprint. Alors qui sera le leader par contre du côté du sprint entre Dalla Valle et Tivani l'Argentin? Ça c'est une grande question. Moi je mise plutôt sur Nicolas Dalla Valle qui a eu des belles performances. Mais qui n'a jamais fait le Giro. C'est son premier grand tour, malgré le fait qu'il était passé par la Bardiani. Il n'avait pas eu la chance d'être sélectionné sur le Giro. Coureur qui a fait donc 3e du Circuito del Porto en ce début de saison, 2e également, 7e pardon d'une étape du Trofeo Mag, 4e du Trofeo Porec. Également, et donc Tivani, German Nicolas Tivani, qu'on avait vu sur le Tour de San Juan, lui aussi coureur qui n'a jamais fait de grand tour, de victoire dans sa carrière. Mais il a remporté également le Tour de Serbie, la Vuelta del Porvenir, pas mal de victoires du côté de l'Argentine, son pays natal. Et il a fait 2e des championnats Paname sur la course sur route, c'était au mois d'avril. Également le Giro della Città Metropolita di Reggio Calabria, 2e place. Et puis il avait fait 3 top 10 sur le Tour de San Juan en tout début de saison. Donc c'est 2 coureurs qu'on suivra du côté de la Coratec qui n'aura pas beaucoup d'autres objectifs sur cette course. On poursuit avec Bonifacio du côté d'Intermarché qui sera là. Il a remporté une étape sur le Tour de Cicile. Bonifacio, c'était l'étape de Victoria. C'était presque à peu près le seul sprint massif où il a réussi à se débrouiller vraiment seul. Alors avec l'aide de Lorenzo Rota, peut-être l'aide également d'autres coureurs, Anne Marit, pourquoi pas, ou même un Ren Taramae pour faire du rythme du côté d'Intermarché, eh bien il pourrait, pourquoi pas, être la belle surprise de cette course, parce qu'il a toujours ses qualités de sprinter. Il a mis du temps à être performant en début de saison, mais c'est vrai qu'il a fait une belle étape du Tour de Sicile, il a fait le Tour de Romandie également pour se préparer en montagne.
Coureur qui a 21 victoires d'étape, dont une étape sur Paris-Nice, une étape également sur le Tour de Pologne ou sur le Tour de Croatie dans son palmarès. Vainqueur l'année dernière de la dernière étape de la route d'Occitanie. C'était sa dernière victoire du côté de la Total Energy. Donc c'est un coureur qui est intéressant, Nicolo Bonifacio, et qui est revanchard en plus, puisque c'est pas un coureur à qui on a donné énormément sa chance, seulement 4 grands tours. 2 Tours de France, un Giro, une Vuelta, donc c'est seulement son deuxième Giro de sa carrière. Il n'était pas allé sur le Giro depuis 2018. Voilà, donc ça remonte vraiment. Il n'a pas fait de grand tour depuis 2020 et le Tour de France. On poursuit également avec Lorenzo Rota, pourquoi pas, le jeune coureur italien, bonne pointe de vitesse qui passe très bien les bosses. 5e de Richborn Francfort, notamment dans l'échappée, 4e du Trofeo Les Gueglia, 7e de la Von Ardèche Classique, et également 2 top 10 et une 8e place au général sur le Tour d'Andalousie, 7e également de la Jaén Parezo Intérieur. Vous savez, cette course avec du gravel du côté de l'Espagne. Donc c'est un coureur également qui a une bonne pointe de vitesse, mais pas suffisante peut-être pour faire des sprints pour le classement général. Simone Consoni, on en a déjà parlé, et donc je termine avec Magnus Cort Nielsen du côté de EF. Alors EF, il vise un peu tous les tableaux, c'est-à-dire les victoires en échappée, le classement général, peut-être les sprints avec Cort Nielsen. J'ai peur que ça manque un peu de monde autour de Cort Nielsen. Alors il a fait quand même des bons résultats en ce début de saison, il a même accumulé les victoires, notamment sur le Tour de l'Algarve, très bon Paris-Nice également, où il a pris la 3e place de l'étape numéro 2, c'était du côté de Fontainebleau, c'était un sprint un petit peu chaotique. 2 8e places également sur le Tour de Romandie, c'était l'étape de Genève et l'étape de la Chaux-de-Fonds. Ça montre voilà, qu'il passe aussi bien les bosses, il finit toujours bien les courses. 6e également du contre-la-montre de l'étal de Bessèges cette année. Et il va enchaîner Tour d'Italie, Tour de France. Il a toujours un objectif, je rappelle, c'est de faire le triplé. Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie. Au niveau des victoires d'étape, il lui manque que le Tour d'Italie pour le moment au niveau des victoires d'étape dans sa carrière. On passe au coureur qui risque d'avoir du mal. Eh bien, je commence avec Andrea Vendrame, l'italien d'AG2R. C'est plus vraiment un sprinter, Vendrame. Alors certes, quand on voit AG2R, on aurait pu se dire oui, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Mais Andrea Vendrame, ces derniers temps, c'est plus vraiment top. Ça fait depuis longtemps qu'il n'a pas fait de sprint massif, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Pourquoi pas aller chercher par contre des victoires en échappée. Pascal Ackermann, le problème d'Ackermann, c'est que déjà il n'a pas eu forcément des très gros résultats en ce début de saison, il ne m'a pas vraiment impressionné. Et Ackermann aussi, il devra faire avec J-Vine, avec McNulty, avec surtout Almeida pour le général, donc il risque d'avoir surtout un rôle d'équipier, et Ackermann tout seul, c'est rarement excellent. Ballerini, même problème qu'Ackermann, il aura le rôle d'équipier pour un leader pour le général, c'est Remco Evenepoel. Ça risque d'être donc compliqué pour jouer les sprints en solo pour Davide Ballerini. Pareil pour Ben Swift, lui aussi il a un leader pour le général, c'est depuis en plus longtemps qu'il n'a pas fait de sprint massif, et il a comme leader également Tao Geoghegan, David Decker. Pour l'instant, son arrivée chez Arkea, c'est un peu compliqué. On n'a vraiment pas eu de grands résultats, David Decker. Donc j'ai peur que sur cette course-là, ça soit compliqué. Et donc Mats Wurtschmidt, du côté d'Israël, on emmène une équipe autour de Pozzo Vivo. C'est pas un pur sprinter, Max Wurtschmidt. Alors pourquoi pas tenter quand même d'aller chercher des points et un top 5 au Bayo Cyclamen. Ça peut être son objectif, mais ça me semble un petit peu compliqué. Eh bien, nous avons fait le tour de tous les sprinters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!